Chronique Siliane, livre 2, le maître de l'oracle. Chapitre 12, l'anneau. Iridris ouvrit la porte sas de la chambre de Netona. Ce dernier se trouvait assis dans son fauteuil habituel, et semblait plongé dans une intense réflexion. « Êtes-vous prêt » demanda-t-elle. Il la regarda sans répondre. « Nous avions un accord » continua-t-elle. « Donnez-nous la clé, car nous en avons besoin, et nous allons vous renvoyer dans la Confédération, ainsi que nous l'avions prévu. » « J'ai autre chose à vous proposer » répliqua-t-il. Elle leva un sourcil étonné. « Je souhaite rester ici, quelque temps encore » annonça-t-il. « Vraiment » s'amusa-t-elle. « Plutôt surprenant. »« Je veux établir un nouvel accord avec vous » affirma Netona le visage grave. « Je vais vous aider à vous débarrasser des innommables et en échange, vous allez m'aider à me débarrasser d'Elibaume Lasdad. » « Oh » s'exclama Iridris stupéfaite. « Je ne m'attendais pas à ça. » « Je me trouve prêt à négocier certains détails de cet accord, » continua-t-il, « mais je n'en changerai pas les grandes lignes. »« Alors, qu'en dites-vous » ? « Eh bien, » hésita-t-elle, « ce n'est pas uniquement à moi d'en juger. Je vais faire part de votre proposition au reste de mon peuple. » Netona acquiesça de la tête. « J'attendrai votre décision, » affirma-t-il. « Bien, » murmura Iridris perplexe. « Je vais vous laisser. J'imagine qu'il devient à présent inutile que nous verrouillions cette porte sas. »« Je n'ai pas l'intention de vous causer d'ennui, » confirma-t-il. « Très bien, dans ce cas, soyez libre de circuler sur notre vaisseau-cité. Mais ne nous en veuillez pas, si nous avons quelque peu tendance à surveiller vos faits et gestes. » Netona haussa les épaules. « Vous seriez stupide de ne pas le faire, » affirma-t-il. Iridris hésita, encore très étonnée par le revirement de Netona, puis se décida à quitter la pièce. Elle devait absolument prévenir tous ses compatriotes. Dans le couloir, tout en marchant sans but précis, elle se connecta au Nahal, et relata les derniers événements. « Il ment » s'écria Jade, juste après qu'Iridris ait terminé. « Il nous prépare un coup tordu. » « Et s'il se révélait sincère » supposa-t-elle. « Tu dis cela parce que tu es tombée amoureuse de lui » s'exclama-t-il. « Tu laisses tes sentiments brouiller ton jugement. » Iridris s'arrêta net de déambuler. « Quoi » explosa-t-elle. « C'est toi qui me reproches ça ? Tu oses me faire la morale, alors que tu n'as pas cessé de prendre des décisions irrationnelles concernant Nadioska. »« Je te rappelle qu'il s'agit de notre Céliane, » répliqua-t-il. « Et moi, je te dis que Netona est un Cilian et que la dague lui était destinée. Que as-tu à rétorquer à cela ?» Le silence se fit dans le Nahal. « Mes enfants, » intervint Dvalim sur un ton conciliant. « Inutile de vous quereller. Nous devons tous admettre que les derniers événements nous ont révélé que Netona se trouvait peut-être de notre côté. »« Peut-être, » bougonna Jade. « Je vous rappelle qu'il a lancé l'attaque sur Syl. »« Il exécutait des ordres, » affirma Iridris. « Qui te dit que ce n'est pas encore le cas » répliqua-t-il. « Si tu ouvrais un peu les yeux, tu verrais par toi-même qu'il a changé d'attitude. » De là à lui laisser libre accès à tout notre vaisseau, intervint Ilan, c'est peut-être lui faire un peu trop confiance. Exact, confirma Jade. Nous le garderons sous une surveillance constante, affirma Iridris. Il s'agit du minimum. Mes enfants, reprit Dvalim. Je le répète. Cessez de vous quereller. Commençons un débat constructif pour savoir si oui ou non, nous acceptons la proposition de Netona. La brise artificielle qui soufflait sur le parc jouait tendrement avec les cheveux de Nadioska. Assise sur le bord du lac, elle regardait en souriant, Lige et Laureline, leurs pantalons retroussés jusqu'aux genoux, barbotant, s'éclaboussant et riant à gorge déployée. Des pas sur l'herbe derrière elle lui indiquèrent que Jade et Ilan revenaient. Ils étaient partis, quelques minutes auparavant, pour aller chercher tout le nécessaire à l'élaboration d'un bon pique-nique. Les voyant arriver avec des sacs remplis d'ustensiles et de nourriture, les enfants se précipitèrent hors de l'eau, harcelant les adultes pour qu'ils installent la nappe au plus vite, comme s'ils n'avaient rien avalé depuis 2 semaines. « Ah, les enfants » soupira Jade. « Ne te plains pas trop » répliqua Nadioska. « Ceux-ci sont extrêmement sages. »« Vrai »
affirma Lige avec un grand sourire. Il n'y a pas plus sage que nous. Jade leva les yeux au ciel. J'ai comme un doute, ajouta-t-il. Une fois tout le matériel posé, ils s'assirent en rond autour du festin et se mirent à manger avec appétit. Qu'est-ce que c'est agréable, s'exclama Nadioska. Quelle bonne idée d'avoir fait ce parc. On ne peut pas vivre constamment dans des couloirs ou des pièces exiguës, expliqua Jade. Pour notre bien-être mental, il nous faut un peu de nature, même si elle se révèle artificielle. D'accord à 100%, s'écria-t-elle. Elle leva les yeux vers le faux ciel bleu sur lequel de faux nuages se déplaçaient en occultant parfois le faux soleil. Les problèmes semblent moins importants ici, murmura-t-il. On a l'impression que rien ne peut nous atteindre. Nadioska fit une grimace et reporta son attention sur Jade. Il s'agit juste d'une impression, soupira-t-elle. Lige haussa les épaules. Bah, tout va bien, annonça-t-il. Il ne manque plus qu'une clé et vous avez eu les autres facilement. Ilan sourit et ébouriffa les cheveux du petit garçon. Tu as raison bonhomme, s'exclama-t-il. On est les meilleurs, pas de quoi s'inquiéter. Sauf qu'il nous reste un immense problème à résoudre, intervint Nadioska. Si jamais, nous réussissons à obtenir le dernier objet du pouvoir, qu'allons-nous décider au sujet de l'arme ultime ? Nous ne sommes pas des tueurs, soupira Jade. Même si je pousse tout le monde à reconsidérer les choses, ça m'étonnerait que la majorité d'entre nous accepte de l'utiliser pour détruire une autre race. Et à vrai dire, j'ai moi-même changé d'opinion sur le sujet. Je ne ressens plus l'envie de m'en servir. Il va bien falloir prendre une décision concernant les innommables, affirma-t-elle. Oui, soupira-t-il. Le silence tomba soudainement au sein du petit groupe et ils se mirent à manger avec un peu moins d'entrain. Des pas se rapprochant d'eux les tirèrent de leurs pensées, Iridris venait vers eux, accompagné de Netona. Ce dernier avait abandonné son armure habituelle pour revêtir une des plus sobres tenues Siliane qu'il avait pu trouver, soit une chemise et un pantalon noir. Jade se raidit en voyant le lieutenant, mais se força à ne faire aucun commentaire. « Pouvons-nous nous joindre à vous » demanda Iridris souriante. Après une certaine hésitation, Jade et Ilan se poussèrent pour laisser un peu de place aux deux nouveaux venus. « De quoi parliez-vous » s'enquit Iridris pour rompre le silence qui s'était installé. « De l'arme ultime » répondit Laureline. « Oh » fit Iridris narquoise. Une conversation parfaite pour profiter pleinement d'un pique-nique au bord de l'eau. Nadioska sourit. Décidant de suivre l'exemple d'Iridris et d'enterrer la hache de guerre avec Netona, elle se tourna vers lui. « Qu'en pensez-vous » lui demanda-t-elle. « Devrions-nous l'utiliser contre les innommables ?»« Et qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de le faire » répliqua-t-il, en prenant une part de tarte. « Notre conscience » s'écria Jade. Netona se mit à ricaner. « Ah oui, fit-il. J'avais oublié que vous étiez non violent. Eh bien, dans ce cas, laissez-vous massacrer. Cela réglera vos problèmes de façon définitive. » Jade se tourna vers Iridris. « La prochaine fois, dit-il sèchement, abstiens-toi de l'amener avec toi, parce que je sens que je vais finir par enterrer ma soi-disant non-violence. » Netona se mit à sourire. « Il va encore falloir me supporter un peu, annonça-t-il. Nous n'avons pas terminé de travailler ensemble. » Oh, vous savez, répliqua Jade. Un accident est si vite arrivé. Surtout avec ces innommables qui nous pourchassent. Un tir mal placé, et oh, zut, plus de Netona, comme c'est bête. Netona se mit à rire. Vous voulez que je vous dise, mon garçon, s'exclama-t-il. Je vous aime bien. Il ponctua sa phrase en donnant une tape amicale sur l'épaule de Jade. Étonné, ce dernier ne répondit rien, tandis qu'Iridris esquissait un léger sourire. « Voilà qui est nouveau » déclara Ilan en passant par le Nahal. « Il ment, il dit ça pour m'amadouer, mais il n'en pense pas un mot » répliqua Jade. « Il avait l'air sincère pourtant » nota Nadioska. « Tu es de quel côté » s'exclama Jade agacé. Netona se servit un verre d'eau et fit mine de porter un toast. « À notre collaboration » annonça-t-il avant de boire cul sec comme s'il s'agissait d'un alcool. Jade secoua la tête et leva les yeux au ciel. « Il m'énerve » soupira-t-il. « Mes enfants » appela Dvalim dans le Nahal. « Vous feriez mieux de vous préparer. Dans 1 heure,
nous arriverons dans le système stellaire de Zilaria. Déjà, s'exclama Jade. Ça alors? Je n'ai pas vu le temps passer. Sur ce, il se mit debout. Eh bien, dit-il en s'adressant à Lige et à Laureline, le pique-nique est terminé. Nous devons partir, le devoir nous attend. Mais on vient juste de commencer, protesta Lige sur un ton plaintif. Vous allez poursuivre sans nous, annonça Iridris. Je vais appeler les parents de Laureline. Vous pourrez continuer avec eux. Les enfants acquiescèrent et ils se séparèrent, les 5 adultes se dirigèrent alors vers la ruche pour se préparer. Chacun revêtit la combinaison protectrice Siliane, puis regagna le hangar. De nombreux pilotes se trouvaient déjà là. Cette fois-ci, ils avaient la consigne de décoller avec le groupe de recherche et de les aider à localiser la clé au plus vite. « À quoi pouvons-nous nous attendre ?» demanda Netona. « J'ai besoin de plus d'informations sur le contexte. » Jade se tourna vers lui. Les coordonnées du dernier objet se situent sur Zilaria, la planète mère de nos ancêtres, expliqua-t-il en essayant d'oublier qu'il était en train de parler à un ancien ennemi. Nous ne savons pas dans quel état il se trouve, ni si des innommables sont restés sur place. Par contre, nous sommes sûrs qu'il est obligatoirement réservé à Iridris. Vous avez très peu d'informations, nota Netona. Pourquoi ne pas avoir envoyé des éclaireurs? Parce que si nos adversaires sont absents au moment où nous arrivons, répondit le Silian, ils débarquent dans un délai d'environ 3 heures. Nous avons plus ou moins compris qu'ils sont attirés par les clés, mais sans en connaître la raison exacte. Nous savons juste qu'il nous faut bouger sans arrêt. Situation délicate, conclut Netona. Pourquoi n'avez-vous pas cherché à en apprendre plus? Ah oui, et chercher où? Répliqua Jade sèchement. Et les objets du pouvoir? S'enquit Netona. J'ai essayé d'utiliser le mien. Je suis parvenu à récupérer quelques informations très intéressantes, mais malheureusement peu de choses sur nos adversaires. Pareil, répondirent en chœur Jade, Ilan et Nadioska. Et, avez-vous tenté de communiquer avec les innommables? Demanda Netona. C'est vous qui proposez ça, s'exclama Jade. Communiquer avec l'ennemi? Ça ne semble pas votre style. Ah oui, et que suis-je en train de faire en ce moment, alors? Jade se raidit et sentit son poing se fermer machinalement. Le dialogue a l'air impossible, intervint Iridris pour calmer la tension. Nos ancêtres avaient essayé. Et, savez-vous à quoi ressemblent ces innommables? Demanda Netona pensif. En avez-vous déjà vu un? Non, répondit Ilan. On a juste eu affaire à leur vaisseau. Voilà qui paraît intéressant, murmura Netona. Mais l'avenir nous en dira plus. Les autres se regardèrent sans comprendre. Avez-vous des informations particulières? Questionna Iridris. Eh bien, pas vraiment, répliqua Netona à moitié rêveur. Mais je sens que nous... Laissez tomber, dit-il en se reprenant. Nous verrons bien sur place. Les différents pilotes montaient dans leurs navettes respectives, et le groupe de recherche principal en fit de même. Bien sûr, Jade s'assit aux commandes de l'appareil, tandis que ses amis s'installaient sur les fauteuils, Nadioska, Ilan et Iridris d'un côté, et Netona seul en face. Jade attendit que les autres engins aient décollé, puis s'élança à son tour hors du hangar. Une fois à l'extérieur, les passagers purent observer la portion du système dans lequel ils se trouvaient. Le Vakniel s'était positionné autour d'une planète bleu saphir, entourée d'une ceinture importante de débris. Nadioska, intriguée, porta son attention sur ces anneaux étranges. « À votre avis, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Ça ne ressemble pas à une formation naturelle, nota Ilan. Il renvoie la lumière du soleil. Les pierres et les cailloux ne font pas ça. » Jade s'approcha, mais resta en orbite tout en adoptant une trajectoire elliptique. Ils virent bientôt 2 lunes apparaître précédemment occultées par la planète. L'une d'entre elles possédait une terre marron criblée de multiples cratères, l'autre au ton gris clair semblait plus épargnée, avec un sol beaucoup plus lisse. « Tu pourrais avancer un peu vers les anneaux ?» demanda Nadioska à Jade. « Inutile, » répondit-il. « Si tu veux savoir ce que c'est, connecte-toi au Naal. Des pilotes l'analysent en ce moment même. » Nadioska obéit, tandis que Netona se tournait vers Iridris. « Qu'est-ce que le Naal ?» questionna-t-il. « Un espace de communication entre nous, résuma-t-elle. Il s'agit de bien plus que cela en réalité,
mais c'est son usage premier. Et comment y accédez-vous? Par la pensée. Uniquement par la pensée? S'étonna-t-il. Pour toute réponse, Iridriss acquiesça et se connecta à son tour. L'un des pilotes expliquait ce qu'il avait analysé. Ces anneaux sont faits de différents débris métalliques. D'après mes conclusions, nous aurions affaire à des restes, soit de vaisseaux, soit d'appareils de protection qui se situaient à l'origine en orbite. Ils se sont éparpillés durant les milliers d'années et ont fini par former ce que nous voyons actuellement. Bien sûr, il ne s'agit que d'une théorie. Une hypothèse plutôt fiable, affirma Iridriss. On sait que les innommables ont attaqué ici. C'est là où se trouve la dernière clé, et cette planète devait être très bien défendue. N'oublions pas que nous sommes en présence du centre de la civilisation vilarienne. Iridriss, appela Dvalim. Avez-vous une quelconque idée de l'endroit où chercher votre objet du pouvoir? La jeune femme fronça les sourcils et observa le paysage qui s'étendait sous elle avec attention, à la recherche d'un détail pouvant la mettre sur la voie. Quelque chose me dit, répondit-elle, qu'il faudrait que l'on repère un bâtiment officiel. Le lieu où le Grand Conseil devait se réunir. Nous allons en orbite basse, intervint un des pilotes. Nous allons scanner la planète en vue de trouver un édifice qui pourrait correspondre. Ça va vous prendre des heures, s'exclama Nadioska. Après autant d'années, la nature doit sûrement avoir recolonisé toutes les villes. Nous sommes conscients des difficultés, répondit le Silian. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Il serait bon que nous aussi nous allions en orbite basse, affirma Iridriss à voix haute. J'arriverai peut-être à voir un détail qui pourrait leur échapper. Jade acquiesça et changea la trajectoire de la navette afin de s'approcher du sol. Pendant près d'une demi-heure, il survola une partie de la planète, guidé par les instructions d'Iridriss. De là où il se situait, il pouvait distinguer de nombreuses ruines en grande partie submergées par la végétation. Nadioska, à force de les observer, sentit une bouffée de tristesse teintée d'un certain malaise monter en elle. Diffusant ses pensées dans le Naal sans s'en rendre compte, elle remarqua que bientôt les autres Silians lui renvoyaient le même sentiment de chagrin. Grossissant comme une énorme bulle, il finit par englober tous ceux qui étaient connectés au Naal, les plongeant dans une mélancolie contagieuse. Iridriss se tourna vers Nadioska. « Vous ne devriez pas vous laisser ainsi aller à la tristesse, lui dit-elle. Ce qui est fait, et nous n'y pouvons plus rien. Nous devons regarder vers le futur et non pas vers le passé. » Tout de même, murmura Nadioska. Ça me fait mal au cœur de voir l'état de cette planète. Je suis sûre qu'elle devait être magnifique en son temps. Certainement, chuchota Iridriss à son tour. Refusant de céder à l'amertume, elle se força à se concentrer de nouveau sur la surface. Un bâtiment, se situant sur un promontoire, plus en hauteur que les autres, attira alors son attention. « Jade, dit-elle, dirige-toi vers ce point. » Il obéit et pilota la navette vers l'endroit indiqué par Iridriss tout en s'approchant encore du sol pour mieux en distinguer les détails. « Oui, murmura Nadioska, les yeux fixés sur le grand édifice blanc qui se découpait maintenant en dessous d'eux. C'est là que siégeait le Grand Conseil. »« Vous en êtes sûr ?» demanda Ilan. « Absolument, répondit-elle. J'ai vu les plans de ce palais grâce à mon enclume. Dans ce cas, vous allez pouvoir nous guider. Sauf que j'ignore où se situe la dernière clé. Je peux vous donner les schémas de cet endroit, mais cela ne me dit pas où l'objet du pouvoir pourrait être caché. » Quoi qu'il en soit, intervint Iridriss, il faut donc chercher ici. Jade atterrit pour que nous puissions aller le visiter. Pas de problème, s'exclama-t-il. Il repéra un espace un peu dégagé au bas des escaliers du bâtiment. Les 5 membres du groupe sortirent alors de la navette et se postèrent au bas des marches. Il y en a beaucoup, déclara Ilan en les observant d'un air réprobateur. 500, signala Nadioska. Ilan soupira. 500, ils auraient pu prévoir un ascenseur. Arrête de ronchonner, et avance espèce de fainéant, ordonna Iridriss. Un peu d'exercice physique ne te fera pas de mal. Pour montrer l'exemple, elle se mit à gravir d'un pas léger l'escalier de pierre blanche en partie recouvert de végétation. Les autres la suivirent avec un peu moins d'enthousiasme. Iridriss arriva la première sur le parvis du palais. Elle se retourna, en attendant ses compagnons, afin d'observer la ville qui s'étendait maintenant à ses pieds.
Les maisons détruites, de façon partielle ou totale, étaient colonisées par les plantes. Elles ressemblaient à des navires coulés et gisant sur un fond sous-marin. Malgré ce qu'elle avait pu dire à Nadioska quelques minutes plus tôt, un sentiment de mélancolie monta peu à peu en elle. Il fut toutefois rapidement chassé par un sourire narquois qui s'imposa sur ses lèvres en voyant le reste du groupe arriver, soufflant et pestant contre les 500 marches qu'il venait de gravir. « Eh bien !» s'exclama-t-elle. « On a l'impression d'avoir affaire à une bande de vieillards. Un peu d'exercice physique réalisé de façon régulière permet de conserver sa forme. » « J'aime pas le sport », bougonna Nadioska en essayant de reprendre sa respiration. « Et j'aime pas les escaliers non plus. » Iridris sourit, puis se dirigea d'un pas résolu vers l'énorme double porte qui donnait accès à l'entrée du bâtiment officiel. Machinalement, Nadioska se retourna à son tour vers le reste de la cité. Son regard parcourut les différentes rues et allées qui s'étendaient à perte de vue, puis quelque chose attira son attention vers le ciel. Surprise, elle vit le Vakniel, sa silhouette noire parfaitement visible, bien que volant à quelques kilomètres au-dessus de sa tête. Un vide se fit au creux de son estomac, sans qu'elle ne comprenne pourquoi. « Tu viens ?» demanda Jade qui s'était approchée d'elle. « J'ai une étrange impression de déjà-vu », avoua-t-elle en fixant le Vakniel. « Comme si je m'étais déjà tenue ici un jour, et que j'avais observé le vaisseau cité. C'est très perturbant. » Jade jeta machinalement un œil à l'énorme vaisseau en orbite basse autour de Zilaria. « Ils ont décidé de s'approcher un peu, pour nous aider à fuir plus vite en cas de besoin, » expliqua-t-il. Nadioska hocha vaguement la tête, puis choisissant de ne plus s'attarder sur le sujet, elle se retourna pour reprendre sa progression. « Non, attends !» s'exclama-t-elle soudain. « Je crois qu'il faudrait qu'on se divise en deux groupes. » « Pour quelle raison ?» demanda Iridris qui venait de pousser l'un des battants de la double porte. « Vous, allez chercher la clé » proposa-t-elle. « Moi, de mon côté, j'aimerais plutôt aller par là. » Elle pointa du doigt un endroit de la ville en contrebas. « Pourquoi ?» s'enquit Jade. « Je sais qu'il y a une entrée vers l'oracle » s'exclama-t-elle. « Imagine qu'il fonctionne encore. Après tout, c'est le cas de la plupart des technologies hilariennes. On pourrait apprendre énormément de choses grâce à lui. » Les autres se regardèrent, évaluant les risques et les avantages d'une séparation. « Elle a raison », renchérit Jade. « Inutile d'aller chercher la dernière clé tous ensemble. Je vais y aller avec elle. De toute façon, on restera en permanence en contact. » « Bien », déclara Iridris. « Dans ce cas, bonne chance à vous. » Elle entra dans le palais, suivie d'Ilan et de Netona, tandis que Nadioska et Jade entamaient leur descente des escaliers. « C'est reparti pour 500 marches, soupira-t-elle. J'aurais dû penser à ma proposition avant. » Il sourit. « Bah, c'est plus facile à descendre qu'à monter, répliqua-t-il en lui envoyant un clin d'œil. « Pas faux, fit-elle en réalisant un clin d'œil à son tour. » Arrivée en bas, elle se dirigea dans les rues de la ville avec une certaine assurance. À une ou deux reprises, elle hésita, regardant autour d'elle avec attention pour se repérer. « L'enclume m'a montré l'emplacement exact de l'entrée vers le complexe de l'oracle, » expliqua-t-elle, « mais avec cette végétation et tous ces bâtiments en ruine, ce n'est pas évident de bien s'orienter. »« On a environ 3 heures devant nous, » répondit-il. « Prends ton temps. » Puis il se connecta au Naal pour savoir comment les choses se passaient pour les autres. « Nous progressons dans le palais » informa Iridris. « Nous avons vu plusieurs salles importantes, mais pour le moment, je n'ai pas d'idée sur l'endroit où pourrait se situer la dernière clé. Aucun danger à signaler en tout cas. »« Aucun danger ici non plus, » dit Jade. « Je crois que nous nous trouvons dans la bonne rue, » annonça Nadioska en s'approchant d'un bâtiment. Ce dernier était un peu plus grand que les autres, bien qu'une section de son toit et de sa façade ait disparu. De lourds gravats et quelques plantes barraient partiellement l'accès à la double porte toujours debout, et faite d'un acier étrange gris argenté au reflet rosé. « Elle n'est pas du tout corrodée », nota Jade en plissant les yeux. Il s'approcha en contournant les débris et posa une main sur la porte. « Tu la scannes ?» demanda Nadioska. Il acquiesça tout en continuant à se concentrer. « Je ne connais pas ce matériau », annonça-t-il au bout d'un moment. « Mais, il a l'air d'être sacrément résistant. » Laissons-la tranquille et entrons par un des murs effondrés. Joignant le geste à la parole, elle se dirigea vers un trou à moitié barré par plusieurs tonnes de gravats.
Elle commença à escalader les gros blocs de pierre, en s'aidant parfois des différentes tiges de la végétation qui avaient élu domicile ici et recouvraient une partie de l'ensemble. Jade la suivit et tous deux s'engouffrèrent dans le bâtiment. Voilà, dit-elle avec satisfaction en mettant un pied à l'intérieur. J'espère que le reste de cette construction se trouve en meilleur état, dit Jade en regardant les murs avec suspicion. La salle, dans laquelle il se situait, s'était transformée en parc miniature. Partout, des plantes grimpantes mais également des fleurs ou des petits arbustes s'étaient implantés, profitant de la lumière qui filtrait à travers un toit à moitié détruit. Par là, signala Nadioska en marchant vers le fond. Elle s'y dirigea résolument, suivie de Jade qui continuait à inspecter les parois avec méfiance. Ils traversèrent tous deux plusieurs couloirs dont les fissures plus ou moins larges inspiraient de moins en moins confiance à Jade. « C'est encore loin ?» questionna-t-il. « Non, nous sommes presque arrivés au bureau d'Orlim », répondit-elle. Il s'agissait de l'endroit où se situait le principal accès à l'oracle. « Nous avons un problème », cria Ilan dans le Naal. Jade s'arrêta brusquement. « Que se passe-t-il » demanda-t-il inquiet. « Une partie du sol vient de s'affaisser. Iridris et Netona sont tombés. » Il relaya dans le Naal ce qu'il voyait. Il se trouvait dans une grande salle circulaire aux murs à moitié effondrés qui permettait à la lumière du jour de se frayer un chemin. À quelques mètres devant lui, le sol avait disparu sous les pas d'Iridris et de Netona, laissant un trou béant. Prudemment, Ilan se mit à plat ventre, puis rampa jusqu'à la cavité. Il regarda vers le bas, mais ne put rien voir de spécial, les ténèbres envahissaient les lieux. « Je n'ai plus de contact avec Iridris », s'inquiéta-t-il. « Iridris, Netona » cria-t-il en espérant une quelconque réponse. Des bruits de pierre et de gravats en train de tomber parvinrent à ses oreilles. « Tout l'endroit est instable », signala-t-il dans le Naal. Puis une voix masculine et lointaine se fit entendre. « Nous sommes là. » Il s'agissait de Netona. « Iridris se trouve avec vous, comment va-t-elle » Un silence, puis, « Ça va, elle reprend connaissance. » Quelques secondes plus tard, Iridris reprenait contact avec le Naal. « Ma tête a heurté quelque chose quand je suis tombée » expliqua-t-elle. « J'ai été légèrement sonnée, mais rien de grave. » Elle envoya à travers le Naal ce qu'elle voyait maintenant. Elle-même était allongée sur le sol, Netona accroupie à côté d'elle. Il tenait dans sa main l'objet du pouvoir en forme de dague, dont le rubis renvoyait une lueur rougeoyante qui inondait toute la pièce dans laquelle il se trouvait. Notant le regard étonné d'Iridris, Netona expliqua. « Il faisait noir et vos combinaisons n'ont pas de système d'éclairage. J'ai imaginé que la clé pourrait suffisamment illuminer cet endroit pour au moins voir où nous étions. » Voilà une idée originale, s'exclama Jade qui suivait de près ce qu'il se passait. « Je n'y aurais pas pensé moi-même. » Iridris eut un léger sourire, puis se leva, aidé par Netona. « J'ai dû heurter pas mal de choses, j'ai mal partout, » dit-elle en grimaçant. Puis, elle jeta un œil à l'endroit où il se trouvait. Il s'agissait d'un couloir, muni de plusieurs embranchements, l'architecture typique du style zilarien. « En fait, » reprit-elle, « je crois que nous sommes sur la bonne voie, je suis sûre que la clé se situe ici. » « Bien » s'exclama Ilan resté à plat ventre. « Et je fais quoi moi maintenant ?»« Cherche un passage qui vient jusqu'ici » proposa Iridris. « Une fois que nous aurons le dernier objet du pouvoir, il nous faudra remonter à la surface. Moi, je pourrais me téléporter, mais pas Netona. » « Et ça pose un problème » s'enquit Ilan. « Oui, Netona quittera cette planète avec nous, ou bien personne ne partira. » « Je me demande ce que tu peux bien lui trouver » ronchonna Ilan en s'éloignant prudemment du trou béant. Iridris soupira, puis fit signe à Netona de la suivre. Elle s'approcha de l'embranchement, et après une brève hésitation, prit un couloir vers sa gauche. « Nous y sommes presque » dit-elle à voix haute. « J'ai la bizarre impression de reconnaître les lieux. » Le corridor se terminait par une imposante porte. Les lueurs rouges de la clé de Netona ne permettaient pas d'en voir beaucoup de détails. Iridris repéra tout de même un capteur sur son côté droit. Elle avança une main et posa sa paume sur lui. Dans un crissement, le sas commença à s'escamoter vers le haut, mais resta coincé à mi-chemin. « Je vais entrer seule » annonça Iridris.
Netona ne répondit pas, mais ne bougea pas quand la Siliane se pencha pour passer dans l'autre pièce. Vous n'allez rien voir sans éclairage, nota-t-il. Je n'en ai pas besoin, répliqua Iridris en se relevant. La clé se situe ici et elle diffuse de la lumière. En effet, au milieu de la salle ronde, un bijou posé sur un petit piédestal émettait une douce lueur verte. Iridris s'approcha. Il s'agissait d'un bracelet argenté muni d'une magnifique émeraude. Elle hésita, puis le prit avec délicatesse. Lisette était assise par terre, à côté du piédestal, la tête dans ses bras, elle pleurait en silence. « Comment en est-on arrivé là » murmura-t-elle. La porte s'ouvrit et Orlim apparut. Il entra dans la salle circulaire et s'approcha d'elle. « Madame, dit-il, ils sont ici. » Je sais, répondit Lisette. Il est temps de sceller cette porte avec le code ADN que je vous ai fourni. Lisette acquiesça et se leva. Elle sortit un petit appareil de l'une de ses poches et le brancha sur le capteur de la porte SAS. Orlim, vous devriez partir avant que je ne la reprogramme, dit-elle. Non, madame, répondit-il. Je reste avec vous. Orlim, cette salle sera notre tombe. Je sais, mais je n'ai aucun endroit où aller. Je souhaite passer mes derniers instants avec vous. Une nouvelle larme coula sur la joue de Lisette, puis elle appuya sur le bouton de son dispositif. C'est fait, murmura-t-elle. Nous sommes prisonniers de cette pièce maintenant. Êtes-vous sûr que les innommables ne pourront pas en détecter la présence ? Absolument, madame. L'oracle me l'a affirmé à plusieurs reprises. Le revêtement particulier que nous avons ajouté sur les murs reste imperméable au système de sondage des innommables. Tous les endroits protégés par ce revêtement et dans lesquels des clés ont déjà été cachées montrent qu'il fonctionne parfaitement bien. Lisette débrancha l'appareil du capteur de la porte et revint vers le piédestal. Elle ôta de son poignet gauche le bracelet argenté muni de l'émeraude qui contenait les âmes des plus grands sages de la civilisation hilarienne. Elle le posa sur le présentoir, puis se dirigea vers un des murs. Elle s'y adossa et se laissa glisser jusqu'au sol. Orlim vint la rejoindre et s'assit à côté d'elle. « Comment en est-on arrivé là » demanda-t-elle à nouveau. « Nous avons été victimes de notre orgueil » répondit Orlim. « Nous méritons notre destin. » Lisette regarda Orlim, les yeux remplis de larmes. « Pas ma fille, nos enfants sont innocents, mais ils paient de leur vie. » Orlim ferma les paupières. « Votre fille et votre mari sont partis sur notre vaisseau. Ils n'ont rien à craindre. Elle aura de magnifiques enfants qui eux-mêmes auront des descendants, et un jour, dans des milliers d'années, la chair de votre chair reviendra ici, elle ouvrira cette porte et nous verra, nous, en train d'avoir cette conversation. » Lisette secoua la tête. « Vous êtes fou, Orlim » s'exclama-t-elle. « Vous rêvez éveillé. Personne ne peut observer aussi loin dans le temps, pas même l'oracle. » Orlim sourit. « Oh, si, murmura-t-il. J'ai contemplé leur retour. J'ai suivi chacun de leurs mouvements quand ils ont récupéré les clés. Ils sont beaux et beaucoup plus sages que nous. Ils reviennent chez eux après avoir appris l'humilité et la bonté. Ils sont bien meilleurs que nous, et ils trouveront une solution aux innommables, une réponse qui ne correspond en rien à la nôtre. » Se souvenant alors de quelque chose, il rouvrit les yeux et grimaça. « Je n'aurais pas dû leur écrire le mot que j'ai confié à la caste des ouvriers, dit-il. Du moins, je n'aurais pas dû leur dire certaines choses. Si je pouvais revenir en arrière, je leur expliquerais qu'ils doivent laisser parler leur cœur, et oublier les combats. » Il se mit à sourire. « Mais ils le savent déjà bien sûr, ils sont bien plus sages que nous. Ils utiliseront l'arme ultime, non pas pour détruire la vie, mais pour reconstruire. » Que dites-vous, Orlim ? Il ne s'agit que d'une arme perpétrant le massacre et l'anéantissement. La chose la plus ignoble que nous ayons bâtie. J'ai honte d'avoir fourni mon accord pour réaliser cette abomination. Elle a été créée pour annihiler, oui, pour éliminer à travers toute notre galaxie une molécule donnée. À l'époque, nous pensions réussir à capturer au moins un innommable. Nous l'aurions étudié, en espérant découvrir dans l'organisme de cette espèce une structure ADN unique, n'existant ni chez nous, ni chez les animaux peuplant nos mondes. Il nous aurait alors suffi de programmer l'arme afin qu'elle altère cette combinaison chimique à l'échelle de toute notre galaxie, créant des dommages irréparables dans la chair de nos ennemis. Une simple activation, et tous les innommables présents auraient été tués d'un seul coup. Une abomination, murmura Lisette.
Je n'ose imaginer que nous ayons pu concevoir une telle chose. Je suis presque heureuse qu'elle n'ait pas réussi à fonctionner. Nous n'avons pas capturé d'adversaires, mais plusieurs débris de leurs engins sont arrivés en notre possession. Nous avons découvert que leur coque était constituée d'un matériau inconnu dans notre galaxie. Nous avons programmé l'arme sur cette structure moléculaire. Si elle avait marché, tous les vaisseaux des Innommables auraient été détruits d'un coup, mais nous n'avons pas réussi à l'activer. Nos enfants y parviendront, mais ne l'utiliseront pas pour annihiler. Ce sont des constructeurs, et ils vont réparer ce que nous avons brisé. Dehors, un grondement se fit entendre et les murs de la salle vibrèrent. Ils sont là, murmura Orlim. Lisette se rapprocha de lui et mit ses mains dans celles du maître de l'oracle. Elle tremblait, et de nouvelles larmes apparurent sur ses joues. Il est temps de dire le mot de passe à présent, chuchota Orlim. Votre fille vous écoute. Je ne comprends rien à cette histoire, gémit Lisette, mais je vais vous obéir. Je prie les dieux tout-puissants que vous ayez raison. Elle reprit son souffle entre deux sanglots, puis d'une voix un peu plus forte, elle déclama « Châle ». Un nouveau grondement, plus intense que le précédent se fit entendre, et les murs et le sol vibrèrent si fort, que le bracelet bougea sur son piédestal. Quelqu'un se mit à crier dans le lointain, comme un son étouffé et irréel. « Iridris, revenez à vous, vite !» Iridris rouvrit les yeux. Elle continuait à ressentir les vibrations de l'explosion qui s'était faite des milliers d'années auparavant. « Iridris, dépêchez-vous !» La jeune femme se tourna vers l'endroit d'où venait la voix. Sous la porte, elle pouvait voir la lueur rougeoyante de la dague de Netona en train de disparaître peu à peu. La porte sas se refermait, et plaqué au sol, il essayait de la retenir de son mieux. « Dépêchez-vous » répéta-t-il. Iridris enfila rapidement la clé à son poignet, comme s'il s'agissait d'un simple bracelet, et se précipita vers lui. Elle se glissa sous l'entrebâillement en rampant, et ramena prestement ses jambes à elle alors que Netona lâchait prise. La porte s'abattit sur le dallage dans un bruit sourd de tonnerre. « Que s'est-il passé » demanda Iridris. « Je ne sais pas exactement » répondit le lieutenant. « Il y a eu une explosion et le système d'ouverture de la porte sas a cédé. » Il se leva et, à la lueur de sa dague, observa attentivement les murs du couloir. « L'endroit est fragilisé » déclara-t-il. « Nous devons partir avant qu'il ne s'écroule sur nous. » Ilan, appela Iridris dans le Nahal. « Où te trouves-tu » ? « J'arrive où votre petite chute vous a fait atterrir » signala le jeune homme. « Nous ne sommes pas loin. Reste là, on te rejoint tout de suite. » Ilan s'arrêta et attendit qu'Iridris et Netona reviennent vers lui, ce qui ne dura pas plus d'une minute. « Tu as la clé » demanda Ilan. « Oui » répondit Iridris en levant le bras autour duquel se trouvait le bracelet. « Parfait, dans ce cas, on se dépêche de partir, car j'ai l'impression que tout ce complexe souterrain va bientôt s'effondrer. Par ici !» Il prit la tête du petit groupe qui se mit à courir dans le labyrinthe des couloirs. « L'explosion qui a eu lieu » demanda Iridris, « était-ce les Innommables ?» « Non » répondit Ilan. « Ils ne sont pas encore là. J'ai la sensation qu'il s'agissait d'autre chose. Peut-être que toute la structure est devenue tellement fragile que notre venue a été suffisante pour déclencher un début d'effondrement. » Au bout de plusieurs couloirs, la lueur rouge de la dague laissa place à la lumière du jour provenant du haut des escaliers. « Là » signala Ilan. Ils grimpèrent les marches en courant, et alors qu'ils étaient presque parvenus au sommet, un nouveau grondement se fit entendre, suivi de vibrations importantes. Les murs se lézardèrent, tandis qu'une secousse encore plus forte les projeta tous trois au sol. Iridris fut la première à se relever, et gravit prestement les quelques mètres qui restaient. En se retournant, elle remarqua qu'un gros morceau de pierre se détachait d'une paroi au-dessus de la tête d'Ilan. Les deux hommes s'étaient redressés, et montaient les escaliers à leur tour, mais le Silian n'avait pas vu le danger. Trop loin pour intervenir, Iridris se mit à crier. Netona, réalisant ce qui se passait en une fraction de seconde, attrapa Ilan par le bras et le projeta vers le mur opposé. La pierre s'écrasa sur les marches dans un grondement sourd en se brisant en plusieurs morceaux. « Ça va » demanda Netona à Ilan. Le Silian stupéfait ne répondit pas tout de suite. « Oui » bredouilla-t-il au bout d'un moment. « Dans ce cas, dépêchons-nous » ordonna le lieutenant en terminant de monter les escaliers.
Merci, fit Ilan encore étonné de ce qui venait de se passer. De rien, bougonna Netona. Jade, appela Iridris dans le Nahal. J'ai la clé et nous sommes de retour au rez-de-chaussée du palais. Nous allons maintenant revenir vers la navette. Où vous situez-vous de votre côté? Ça va moyennement bien, répondit Jade en diffusant dans le Nahal un fort sentiment d'inquiétude. On a ressenti plusieurs secousses ici. L'une d'entre elles a provoqué l'effondrement d'un couloir. Nad et moi sommes séparés. Je crois que je me trouve dans une salle, reprit Nadioska dont l'anxiété montait d'un cran. Je ne vois rien. Il fait totalement noir, mais par contre, j'entends des bruits bizarres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. Céliane, appela Ilan. Utilisez votre clé pour éclairer la pièce. Nadioska sortit la petite enclume et prononça le mot de commande à voix haute. Aussitôt, le diamant s'illumina d'une lueur blanche qui, bien qu'assez faible, permit à la jeune femme de voir ce qu'il y avait autour d'elle. L'entrée par laquelle elle était arrivée était bouchée par une cascade de pierres et de débris, et Nadioska comprit tout de suite qu'il lui serait impossible de rejoindre Jade par là. Lentement, elle observa le reste de l'endroit à la recherche d'un autre accès. La pièce dans laquelle elle se situait était relativement petite. Contre l'un des murs, elle vit un long bureau, muni d'une multitude de boutons, et de plusieurs cristaux. Grâce aux informations de sa clé, elle sut qu'elle se trouvait dans un des emplacements où travaillait jadis le personnel de l'oracle. C'était là, que jour après jour, ils alimentaient l'ordinateur en données diverses. Au fond, un couloir partait de la pièce, probablement pour rejoindre une nouvelle salle du même style. Un espoir revint chez la jeune femme en se souvenant qu'il y avait une autre sortie un peu plus loin. Très bien, affirma Jade qui avait suivi le cours de sa pensée. Je vais chercher une issue qui mène jusqu'à toi. D'accord. Je vais également avancer. Alors qu'elle avait fait un premier pas en direction du corridor, de nouveau, elle entendit les bruits étranges qui l'avaient déjà inquiétée quelques minutes auparavant. Elle s'arrêta et tendit l'oreille. On aurait dit des glissements, ou des froissements d'étoffe, mais il y avait aussi comme des petits cliquetis et parfois un claquement sec. Machinalement, elle ne put s'empêcher de reculer avec lenteur. Quelque chose s'approchait. La peur commença peu à peu à s'imposer à son esprit, et elle fit plusieurs pas en arrière, mais fut stoppée par un mur froid. Pas de panique, dit Jade dans le Nahal. On va te sortir de là. Ah oui, et comment, demanda-t-elle tandis que les bruits continuaient de venir vers elle. On va trouver, répondit Jade en marchant plus vite dans les couloirs à la recherche d'un chemin menant aux salles de saisie. Malgré la faible luminosité de son enclume, Nadioska vit bientôt apparaître une silhouette sombre se détacher de la pénombre. Incapable d'en distinguer les détails, elle sentit son cœur brusquement sauter dans sa poitrine, l'ombre qui s'approchait était si grande qu'elle touchait le plafond. Cette chose mesurait au moins 3 mètres. Jade, appela-t-elle dans le Nahal. Il y a quelque chose. Et c'est immense. Pas de panique, répéta Jade, dont l'anxiété commençait malgré tout à monter en lui. La silhouette sombre s'avança lentement, en émettant de nouveaux bruits de chuintements et de claquements. Elle entra dans le faible halo de lumière et s'arrêta là. Nadioska, horrifiée, put enfin l'observer. La première chose qui lui vint à l'esprit fut qu'il s'agissait d'un énorme insecte, entre la sauterelle et le scarabée. La tête de la créature était munie de gros yeux à facettes, de 2 grandes antennes et de mandibules. Le corps, entièrement recouvert d'une sorte d'armure aux couleurs changeantes, possédait 6 pattes, 4 qui visiblement servaient à la marche et 2, plus proches de la fonction des bras humains, et terminées par 3 griffes. Un large bracelet noir arborant de nombreux boutons recouvrait la moitié d'une de ses pattes avant. Alors que Nadioska, non loin de la panique absolue, tentait de s'enfoncer dans le mur, dans l'espoir de disparaître à l'intérieur, la créature leva un de ses bras et se mit à tapoter les commandes de son bracelet. Un voyant changea de couleur, le gigantesque insecte émit plusieurs sons, un mélange de crissements, de chuintements et de petits claquements. « Ne bouge pas », ordonna Jade dans le Nahal. « Cette chose vient de quelque part. Nous allons chercher une autre issue pour te sortir de là. Conserve le contact avec nous. » Paralysée par la panique, Nadioska ne put même pas répondre. C'est alors qu'une voix presque humaine fut générée du bracelet. « Vous, destructeur, dit-il. » Surprise, Nadioska resta muette. La créature se remit à émettre des sons,
puis le dispositif demanda « Pourquoi Destructeur revenir ?» Je ne suis pas un destructeur, murmura Nadioska timidement. Du bracelet sortirent alors des bruits ressemblant à ceux que l'énorme insecte faisait. Céliane, s'exclama Ilan dans le Naal. Je pense comprendre ce qu'il se passe. Cette créature, à mon avis, il s'agit d'un innommable. Son bracelet est un traducteur. Nous pouvons peut-être enfin communiquer avec elle, et nous expliquer. Vous croyez, répondit Nadioska. Essayez. De son côté, l'insecte continuait. Vous, destructeur. Non, pas destructeur, reprit Nadioska à haute voix. Je suis constructeur, souffla Iridris. Constructeur, répéta Nadioska. La créature bougea ses antennes de façon frénétique, ce que la jeune femme interpréta comme un signe de surprise. Vous, avez forme, destructeur, affirma le dispositif. Je suis humaine, expliqua Nadioska. Humain, destructeur. Humain détruire monde. Non, il s'agissait d'une erreur. Ceux qui ont détruit vos mondes ne l'ont pas fait exprès. Ils n'ont pas voulu vous faire de mal. Ils ne connaissaient même pas votre existence. De nouveau, les antennes de la créature se mirent à s'agiter. J'ai une idée, s'exclama Iridris dans le Naal. Céliane, dites-lui qu'on va réparer la faille générée par les destructeurs. Quoi, fit Nadioska. Comment? Nous allons refermer la faille. Ah bon? On peut faire cela? Je crois. Hésitante, Nadioska reprit à voix haute. Nous, constructeurs, nous réparer, la faille, dit-elle. Faille, demanda le bracelet. La chose qui a détruit vos mondes. Le grand trou. Mais ils doivent partir avant qu'on puisse la réparer, compléta Ilan. Vous partir et nous réparer, dit Nadioska. L'insecte siffla et émit plusieurs claquements secs avec ses mandibules. Vous créature mauvaise, affirma le dispositif de traduction. L'innommable pointa une de ses griffes vers la petite enclume de Nadioska. Vous avoir parti de grandes armes. Oui, mais nous n'allons pas l'utiliser, expliqua Nadioska. Si, intervint Iridris, on en a besoin pour refermer la faille. Enfin, je veux dire, nous n'allons pas l'utiliser pour vous faire du mal, mais pour éliminer le grand trou. De nouveau, la créature siffla et ses antennes s'agitèrent. Il n'a pas l'air très content, constata Nadioska. Iridris, êtes-vous sûr de ce que vous me faites dire? Eh bien, presque. Rassurant. Nous pas confiance en vous, dit l'innommable grâce à son bracelet. Nous faire fonctionner vos machines pensantes. Il pointa du doigt les consoles de l'oracle. Nous comprendre que vous détruire nous avec grande arme. Grande arme fait pour détruire, pas construire. On peut l'utiliser de plusieurs façons, expliqua Nadioska en essayant d'être la plus convaincante possible. Nous pas voir cela dans vos machines. C'est la vérité. Nos ancêtres vous ont fait du mal, et vous de votre côté, vous avez fait du mal à nos ancêtres, il est temps maintenant d'arrêter tout cela. Nous sommes là pour réparer. L'insecte sembla hésiter, puis il s'avança résolument vers Nadioska, qui se raidit instinctivement. Vous venir avec nous, déclara-t-il. Non, cria Nadioska alors que la créature agrippait fermement son bras. Alors que Nadioska commençait à se débattre pour retrouver sa liberté, l'innommable pianota sur les touches de son bracelet, un grand rayon blanc l'enveloppa, lui et la jeune humaine. Quelques secondes plus tard, quand Jade arriva dans la pièce, il n'y avait plus personne.